Viera, tu recordes du coup? Ouais, ouais, c'est déjà parti, hein, depuis tout à l'heure, c'est bon. C'est déjà parti? Pouah, parfait, monstrueux les gars. Du coup, je vous vois pas, mais je sais que vous êtes là et vous êtes là les 100. Du coup, séminaire numéro 5. Je voulais approfondir un sujet depuis longtemps, un sujet qui est pas facile en vrai, sur lequel on a l'impression que tout le monde est un peu d'accord, mais en même temps, commence à y avoir pas mal d'études dessus, enfin il y a beaucoup d'études, mais plus ou moins convaincantes en fonction. C'est donc le travail de pied, tout ce qui est muscle intrinsèque et on va rajouter aussi extrinsèque du pied, et l'impact sur la performance et également la prophylaxie, donc la prévention des blessures. Attendez, juste 2 secondes. Donc, Mathieu, est-ce que tu peux éteindre et rallumer ta caméra? Elle a planté. Juste comme ça, j'ai bien tout le monde sur le truc. C'est bon, c'est tout bon. Vas-y, c'est bon, tu peux commencer. Pardon. nickel. Donc on va faire 5 petits points dessus. On va déjà refaire un petit point sur l'anatomie du pied et de la cheville. Big up à Louise Vernodon, ma collègue de mémoire de recherche, la cheville. Ensuite, revoir un peu tout ce qui est fonction du pied lié à la performance. Ensuite, je vais vous présenter quelques tests et mesures qu'on peut faire. Parce que je sais que moi j'avais posé des questions je me rappelle, c'était en licence, on avait parlé un peu de travail de pied et tout, et je dis à mon prof, mais monsieur, comment on évalue la qualité de pied et tout de la personne? Il me dit, bah en fait, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, ça se fait surtout à l'œil. Je dis, ah ok, d'accord, super, trop pratique quand t'as aucune expérience dans le milieu. Du coup, voilà, il y a quand même quelques trucs qui existent, donc on va voir un peu tout ce qui est test et mesures. Ensuite, tout ce qui est entraînement et protocole. Alors surtout en termes d'entraînement, vous allez voir, j'ai divisé un peu les différentes parties et comment, enfin ouais, les différentes, comment dire, qualités et composantes qu'on peut travailler sur le pied et après faire un toute petite ouverture sur l'empilement articulaire et les compensations. Et quand je dis toute petite ouverture, ce sera vraiment un minuscule point parce qu'en soi c'est un sujet vraiment à part entière qui relève de la biomécanique sur laquelle je suis pas du tout assez compétent. Mais globalement, ce séminaire-là, ça va plutôt être une introduction, si je puis dire, à tout cet univers-là. Et plus je digue le sujet, plus je vois qu'il y a des trucs à dire. Du coup, ça fera sûrement, ça fera même pas sûrement, ça fera l'objet d'un deuxième séminaire plus précis. Mais je vous en parlerai après. Donc, petit glossaire aussi sur les différentes abréviations, il y en a pas mal, les trucs que vous connaissez, les trucs que vous connaissez pas forcément. Bon, COD Change the Direction, ça tout le monde l'a. IFM Intrinsic Foot Muscle, donc muscle intrinsèque du pied. EFM Extrinsic Foot Muscle, les muscles extrinsèques du pied. On verra un peu ce qui est intrinsèque, ce qui est extrinsèque. MTP métatarsophalangienne, l'articulation métatarsophalangienne, pareil, on va la voir juste après dans une petite vidéo, vous en faites pas. SSC Stretch Shortening Cycle, ça facile. Et SFE, c'est tout ce qui va être Short Foot Exercises. On verra que c'est assez présent dans la littérature. Donc, introduction. Pourquoi parler des muscles intrinsèques du pied? Déjà à droite, vous voyez un peu le nombre d'articles qui ont été publiés sur PubMed avec la mention Intrinsic Foot Muscle dans le comment ça s'appelle, dans le titre. Vous voyez que déjà c'est un sujet qui est relativement récent, pour faire ma recherche, j'ai pris Intrinsic Foot Muscle, je l'ai mis entre guillemets pour vraiment retrouver comment ça s'appelle, tous les termes dans le titre ou dans la publication. Mais si on enlève les guillemets, ça remonte jusqu'à 2006 à peu près 2005 les premières études. Donc c'est quand même un sujet qui reste relativement récent, même si on rajoute une décennie à cette timelapse, à cette timeline, ça reste quand même relativement récent. Et surtout on voit que dernièrement, sur les dernières années, il y a eu une recrudescence de l'intérêt porté à ce sujet. Et effectivement, on voit plus de, je pense que vous voyez tous passer dans votre feed Insta de plus en plus d'exercices sur le pied. JB Morin en parle beaucoup. Bref, il y a de plus en plus d'articles à ce sujet. Et effectivement, c'est quelque chose de majeur. Donc pourquoi s'intéresser au pied à la base? Le pied, c'est le dernier maillon de la chaîne cinétique inférieure, en gros du membre inférieur, qui va être soit en premier en contact avec le sol lors d'un changement de direction ou de la pose de l'appui, et à la fois ça va être le dernier maillon quand on va parler plutôt d'accélération et de phase de propulsion. Donc ça a vraiment un rôle clé et central dans la performance,
et aussi on verra dans tout ce qui est prophylaxie et prévention des blessures, notamment parce que ça a une influence sur l'absorption de l'énergie, redistribution des charges et comment on va pouvoir réorienter quand on parle de charge, on va parler en fait de notre corps, comment je vais pouvoir réorienter les charges dans la course. On va parler aussi de stabilité, stabilité super important. Quand on parle juste de musculation, quand on fait des mouvements classiques de musculation, très important d'avoir un pied stable, mais aussi on va le voir un pied mobile. Et on l'a dit donc dans la propulsion, sur tout ce qui est course, changement de direction, etc. Il y a de plus en plus d'études qui sont sorties sur l'impact et enfin l'influence pardon de la qualité de pied, de la force des muscles intrinsèques du pied et leur influence sur les changements de direction, la capacité de changement de direction. Et effectivement, on se rend compte que c'est un point qui est vraiment clé dans ces sports-là. Ça peut faire une grosse différence. Et on peut, chez certains joueurs qui ont déjà des niveaux de force, des niveaux de puissance, des niveaux d'explosivité hauts, on peut aller chercher des pourcentages pas forcément, enfin qui sont vraiment significatifs dans la performance en travaillant uniquement et en s'intéressant uniquement aux pieds de nos athlètes, comment on les renforce, comment on les rend plus mobiles, etc. Et donc d'un point de vue de la cheville, on l'a dit, tout ce qui est complexe, enfin d'un point de vue pardon prophylaxie, on l'a vu, tout ce qui est le complexe pied-cheville, ça a vraiment un rôle majeur dans ce qui est prévention des blessures, justement quand on parle de notamment de stabilité et de répartition, redistribution des charges. Donc sujet super important, mais à la fois très complexe. Attardons-nous un peu sur l'anatomie du pied et de la cheville. Le pied et cheville combinés, c'est pas moins de 26 os. C'est quand même c'est colossal. La cheville en elle-même, c'est deux articulations. Donc pour faire la différence et pour bien comprendre, on va l'appeler la première la talocrurale. Donc c'est ce qui va être entre ici le tibia, la fibula et le talus. Donc c'est, on va le voir juste après. Et la deuxième, c'est l'astragalo-calcanéenne qui va être entre le talus et le calcanéum. Donc ici. Euh, Si vous allez chercher dans la littérature, je crois de mémoire, j'ai réouvert mon mémoire, mais faut croire que ma mémoire me fait défaut, ça fait beaucoup de mémoire en peu de temps. Il y a à peu près trois manières d'appeler chacune des articulations. C'est vraiment un bourbier et au niveau scientifique et au niveau terminologie. Donc, vous pouvez garder ces deux-là, mais il y a des anciennes, des nouvelles, bref, relou. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y en a une entre le tibia, la fibula et le talus, ici, et une autre entre le talus et le calcanéum. Donc la première, elle va permettre l'inversion de la dorsiflexion pardon, et la flexion plantaire de la cheville, et la deuxième, elle va permettre l'éversion et l'inversion de la cheville. Donc inversion vers l'intérieur et version vers l'extérieur. En plus de ça, si on s'intéresse uniquement aux pieds, c'est pas moins de 38 articulations et 28 muscles à la fois intrinsèques et extrinsèques. Ce qui en fait encore une fois une articulation qui est extrêmement complexe. Comment dire, extrêmement complexe tout simplement. Euh, on va avoir du coup les os ici du métatarse qui ont deux positions. Donc une position là quand le pied est plutôt en inversion, on va dire que c'est une position qui est plutôt fermée. Ça va apporter beaucoup de stabilité et on va pouvoir s'appuyer dessus et produire une force qui est assez qui est importante. Par contre, quand le pied est plutôt en éversion vers l'extérieur, dans ce cas-là, les os du métatarse vont être en position déverrouillée et là, on va pouvoir appliquer moins de force, mais par contre, on va avoir aussi plus de degrés de liberté. Donc c'est important d'avoir cette mobilité et cette capacité à jouer entre la position fermée et la position verrouillée et la position déverrouillée en fonction des situations. Mais à la fois, ça va être important d'avoir un bon contrôle moteur et une bonne force pour pouvoir, au même titre que tout le reste des articulations, être fort dans ces différentes amplitudes et éviter les blessures. Dernière chose, on a parlé tout à l'heure de l'articulation métatarsophalangienne. Donc c'est quoi? C'est cette articulation entre les métatarses ici et les premières phalanges des orteils. Et on verra que cette articulation a un rôle prépondérant dans tout ce qui est propulsion et capacité à générer de la force. Donc voilà un peu pour l'anatomie du pied et de la cheville si on s'intéresse uniquement aux os. Et ensuite pour ce qui est des muscles, donc
dans ce qui est les muscles extrinsèques, donc là ça va pas être une liste exhaustive, mais ce qui est oh là là c'est dur, muscles extrinsèques, on va avoir le solaire et les gastrocnémiens, donc ça plutôt classique. On va avoir tout ce qui est sur le côté fibulaire, les fibulaires, tout ce qui est sur le côté de la jambe. On va avoir, qui vont permettre, du coup, je reprends, on va avoir le gastrocnémien et les gastrocnémiens et le solaire qui vont permettre l'inversion, non, la flexion plantaire, pardon, de la cheville. On va avoir tout ce qui est fibulaire qui vont permettre l'éversion de la cheville. On va avoir le tibial postérieur qui va permettre la flexion plantaire, mais aussi l'inversion de cheville, cette fois vers l'intérieur, et le tibial antérieur qui va permettre la dorsiflexion. Donc ça va être pour ce qui est des muscles extrinsèques. Et ensuite, on va avoir au niveau des muscles intrinsèques tout ce qui est extenseur des orteils, qui va se retrouver plutôt sur le, enfin, pas plutôt, qui vont se retrouver sur le dessus du pied. Et on va avoir tous les muscles de la voûte plantaire, fléchisseur des orteils, fléchisseur de la luxe, abducteur des orteils, etc. Bref, tout un melting pot de muscles qu'il va falloir entraîner, rendre plus fort et surtout qu'il va falloir faire prendre conscience à l'athlète qu'il possède ces muscles et qu'il peut les activer. C'est pas très français, mais on va voir que le problème souvent au début chez les athlètes, joueurs de différents âges, à force d'être inhibés à cause des chaussures, des chaussettes, etc., c'est qu'on n'est même plus conscient qu'on a ces muscles-là et qu'on peut faire tel ou tel mouvement avec nos pieds, avec nos orteils. Donc c'est super important d'y porter une attention. Voilà. Pas de questions juste là, ça va? Tout va bien. Non, tout va bien. Tout va bien? Putain, par que je bégaye, mais bon, ça c'est pas grave. L'anatomie, elle est dure. Ensuite, L'anatomie est les dure. fonctions du pied, un peu dans les fonctions du pied dans la performance. On va en relever 4 principales. La première, ça va être tout ce qui est lié à l'absorption d'énergie et à la protection, donc protection du complexe, notamment pied-cheville, pour éviter les blessures. On a dit le pied, on a vu qu'il y avait une position d'inversion, une position d'éversion. En fonction de ça, on va avoir une position qui va être plutôt verrouillée ou déverrouillée, ce qui va nous apporter plus ou moins de stabilité. Donc le pied, de par cette capacité à moduler sa forme et à bouger, il va avoir un impact dans tout ce qui est réception, impact au sol, et il va permettre de dissiper une partie de l'énergie via une déformation de ces structures. Il va absorber une partie de l'énergie au même titre que les autres articulations, genoux, chevilles, sauf que on le verra un peu après en termes de prophylaxie, si justement notre pied il est verrouillé et qu'on n'a pas la bonne mobilité au niveau de la métatarso-phalangienne ou bien au niveau du métatarse, et derrière, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une surtension au niveau au niveau empilement articulaire et au niveau des autres articulations. Et justement à la coordination musculaire, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on n'est pas habitué à entraîner son pied, on sait pas qu'on peut dissocier les phalanges de notre gros orteil, on sait pas qu'on va pouvoir tendre nos orteils, les écarter, les resserrer. Bref, et si on n'a pas ce contrôle, cette coordination musculaire et ce contrôle moteur, et pareil, on perd une partie de la dissipation et de l'absorption d'énergie qui se répercute sur d'autres articulations. Donc très important cette première fonction. Deuxième, ça va être tout ce qui est lié au stockage et à la restitution élastique. On a vu dans la partie anatomie qu'il y a énormément de muscles sous le pied au niveau de la voûte plantaire, et ces muscles ils réagissent exactement comme les autres. C'est-à-dire que déjà il y a une partie contractile, il y a une partie élastique, tendineuse, et donc tout ça, ça va emmagasiner de l'énergie et la restituer. Seulement si c'est assez stiff et si c'est assez entraîné. Donc ce complexe aponeurotique plantaire va agir comme un ressort, au même titre que les autres. Bien sûr, il agit comme un ressort quand on parle de pliométrie, de stockage, une énorme partie sur ce qui est saut et même accélération, propulsion, une énorme partie de cette fonction va être réalisée par le tendon d'Achille, mais ça joue quand même un rôle important, enfin les muscles de la voûte plantaire et intrinsèques du pied vont jouer un rôle important dedans. Et donc justement dans cette capacité à stocker et restituer l'énergie via le SSC. Ils répondent exactement aux mêmes contraintes que les autres muscles. Troisième fonction, ça va être tout ce qui est transmission de force et propulsion. Donc on a vu, un pied ça peut se déformer. Donc si tes muscles sont pas assez forts, sont pas assez stiffs, si ça se déforme trop, derrière il n'y a pas de capacité à
transmettre la force. Et on va parler du coup, on va parler de foot core. Au même titre qu'on parle du core, c'est-à-dire des muscles de la sangle abdominale, si j'ai pas un bon gainage, un bon core training, au moment où je vais pousser avec mon membre inférieur, est-ce que je vais être capable de transmettre cette force à mon tronc et à mon membre supérieur et à me déplacer correctement? Bah pas nécessairement. Quand je vais faire mon changement de direction, si je suis pas gainé, hop, il y a tout mon corps qui va partir d'un côté, enfin mon tronc qui va partir d'un côté, ça va être beaucoup plus difficile d'orienter les forces. On parlait d'orientation des forces, beaucoup plus difficile. Et bah c'est la même chose au niveau du pied. Il est capable de bouger, c'est bien. Maintenant, si je suis pas assez fort avec mes muscles intrinsèques et que mon pied du coup s'affaisse, s'écrase, qu'au moment où j'essaie de pousser, en fait j'ai une dorsiflexion parce que une dorsiflexion, ouais, parce que j'ai pas des muscles extrinsèques suffisamment forts. En fait, on transmet pas bien les forces. Donc, tout ce qui est plateforme plantaire, ça va être hyper important pour justement s'assurer aussi que l'articulation métatarso-phalangienne, donc on l'a vu entre le métatarse et la première phalange, puisse jouer son rôle dans la phase de poussée, car c'est vraiment crucial au niveau biomécanique. Il faut que cette articulation puisse jouer son rôle. Et donc ça va demander au reste des muscles d'être suffisamment forts pour être rigide et transmettre la force correctement. Et enfin, dernière fonction du pied, contrôle de la plateforme pour le changement de direction. Donc là, on parlait surtout dans un plan droit, ou alors pour ce qui est stockage, restitution de l'énergie élastique, on va penser par exemple à un saut vertical, tout ce qui va être plutôt effort pliométrique. Pour ce qui est des changements de direction, pareil, au même titre que la transmission de force et de la propulsion, il va falloir que notre plateforme plantaire soit stable, mais aussi mobile, pour pouvoir se déformer quand il y en a besoin, mais aussi appliquer les forces horizontales les plus importantes possibles et pouvoir rediriger correctement notre centre de masse dans le sens où on veut. Et dans ce cas-là, les muscles intrinsèques du pied vont permettre justement d'optimiser cette surface de contact et de gérer cette répartition des pressions plantaires pour améliorer l'efficacité de poussée, mais aussi de décélération. Donc important, comme au final dans toutes les autres articulations, d'être mobile mais fort pour pouvoir bénéficier au maximum de toutes ces amplitudes de mouvement. Question jusque-là? Toujours pas. Non. Remarque, Continue. ça va? Non, c'est carré, c'est carré. Nickel. Voilà pour ce qui est des fonctions. Maintenant, parlons un peu tests et mesures. Rentrons dans le concret. Donc, comme je vous ai dit, il y a quelques années, moi je demande à un de mes profs comment on fait pour évaluer la capacité de pied des athlètes, et il me dit, il n'y a pas encore grand-chose qui est sorti. Alors là, quand j'ai vu les dates, il y avait déjà des trucs, mais je pense que c'était pas très commun ou pas très répandu encore. Toujours est-il que même si ça reste une articulation et une qualité qui est relativement difficile à mesurer, il y a des choses. Donc on va avoir trois grands points. Déjà, ça va être tout ce qui est test de posture statique. Deux tests que j'ai trouvés qui sont assez répandus, le navicular drop test et le foot posture index. Le navicular drop test, c'est l'image que vous avez en haut. En gros, on va cibler l'os naviculaire chez notre patient. On va mettre le pied de notre patient dans la position optimale qui devrait être, si ce n'est pas déjà le cas. On va le positionner. On va mesurer la distance entre donc l'os naviculaire et le sol. Et ensuite, on va demander à notre patient de se relâcher. Et on va voir dans une position complètement relâchée où se trouve ce même point. Est-ce qu'il est au même endroit et s'il y a un drop, quelle est l'amplitude de ce drop. Et donc en fonction de ça, on va pouvoir dire est-ce qu'il y a un affaissement de la voûte plantaire, est-ce qu'il y a besoin de faire un renforcement au niveau des muscles intrinsèques du pied. Je sais pas exactement, j'ai pas vu s'il y a. Enfin, je sais que je crois qu'à partir de 1 cm, on considère que le test est positif et qu'il faut faire quelque chose. Après, je sais pas dans quelle mesure il y a aussi la morphologie des gens. On sait que les populations, les Africains, souvent, ils ont des pieds plus plats que nous, les Blancs. Et pourtant, ça leur pose pas de. Enfin, à ma connaissance, je sais pas si ça leur pose des problèmes ailleurs, anatomiquement parlant, ou non. Donc, je sais qu'il y avait aussi ce débat de l'anatomie humaine et la génétique, et il y en a qui ont des pliés plus creux, plus plats, etc. Donc, Et du coup, il y a un... Ouais. excuse-moi. Et du coup, sur ce test-là, est-ce qu'il parle de comment. Parce que tout à l'heure, tu as dit tu détermines, tu positionnes le pied dans la position dans laquelle tu sembles être la bonne, mais du coup, comment tu Ouais. détermines si c'est une bonne position de pied, tu vois?
En fait, bon là, du coup, faudra que je vous le mette plus tard, mais le Foot Posture Index, tu vois, on le voit, en gros, tu demandes, enfin, tu as des angles pour regarder l'œil, enfin, le pied, et du coup, là, typiquement, tu vas te référer normalement au, comment ça s'appelle, au tendon d'Achille, en fait. Et du coup, tu vas faire en sorte qu'il y a un bon alignement, et si tu vois que le pied, il est un peu trop en pronation, je vous montrerai une vidéo tout à l'heure si vous voulez, où on voit la personne, tu vois, qui rééquilibre et qui réajuste manuellement entre guillemets le pied de la personne. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Si un peu, si un peu, mais du coup je comprends pas trop parce que le mec ou la personne elle a son pied dans une position Ouais, normale et du coup tu dois déterminer une position initiale de mesure que tu estimerais meilleure que sa position du coup ouais, voilà, de c'est ça. du pied naturel. Ouais, Ok, c'est ça. Si tu je vois comprends. que le pied il est trop en pronation, du coup, tu vas le ramener pour que, bah, en général, tu vois que c'est non, c'est pas le calcaire, non, c'est au niveau du, ouais, du tendon d'Achille. Il est un peu orienté vers l'intérieur, et du coup, tu vas ramener le pied, et en gros, la personne, tu vas lui demander presque limite de faire un short foot, en fait. Tu vas réaligner, entre guillemets, son articulation, et faire un point pour mesurer derrière le drop. Ok. Moi, j'ai juste Et une, du coup, le deuxième test, ouais, vas-y. j'ai une question. C'est en gros ton pied. Il faut que tu le dises de contracter son pied, hein. Donc, il faut déjà qu'il ait une sorte Bah, de contrôle, qu'il ait déjà une connaissance du contrôle du pied pour pouvoir ensuite. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, au début, ils n'arrivent pas forcément à faire le short foot. ah, pas du tout, ouais. Du coup, il faut déjà avoir passé par là, ou en tout cas avoir quelqu'un qui soit déjà, comment dire, sensibilisé à ce type d'effort, entre très gros guillemets, pour ensuite pouvoir faire ce test, ou au contraire, tu as d'autres consignes que tu peux donner, ou est-ce que tu as vu d'autres consignes que tu peux donner qui puissent en fait Bah, en montrer ça aux théorie, la gens? personne n'étant pas entraînée, ou justement, s'il y a un navicular drop test qui est positif, c'est que la personne, elle manque de force, tu vois. Elle Mhm. manque de force et elle manque de contrôle moteur dans ses muscles intrinsèques du pied. Du coup, quand toi, tu vas repositionner manuellement, entre guillemets, son articulation, derrière, tu vas simplement lui demander de maintenir cette position-là. Alors peut-être que du coup, ça va lui demander un effort au niveau musculaire, mais en théorie, elle va être censée être capable de maintenir à minima. Alors ça reste un pied, quoi, tu vois, c'est pas non plus, c'est pas une charge Oui, qui est oui, non, mais terrible. bien sûr, bien Donc sûr. elle doit pouvoir mesurer enfin, comment dire, elle doit pouvoir la maintenir. Si elle n'arrive pas à la maintenir pour X ou Y raison, ben derrière toi tu vas juste faire ton point, mesurer, et après quand tu vas relâcher et que la personne va retourner dans une position de repos complet, là tu vas pouvoir mesurer. Mais je vous enverrai, il y a une vidéo qui est top sur justement comment appliquer le navicular auto test, comment tu vois la personne qui le comment dire qui manipule le pied de la personne, enfin c'est un physio, mais comment il manipule le pied de la personne, comment il fait sa mesure, etc. Je vous l'enverrai. Et donc Ok. le deuxième test qui est le Foot Posture Index, donc là ça va être une grille d'évaluation où on va simplement demander à la personne d'être complètement relâchée et on va avoir différents angles de vue avec différents euh, critères tout simplement, un peu à la manière de ce que vous avez fait pour le changement de direction. Qu'est-ce que j'analyse, qu'est-ce que je regarde, et donc en fonction de la position du pied, en fonction de la forme, en fonction de ce qu'on voit dans tel ou tel plan, dans tel ou tel sous tel ou tel angle, et ben on va mesurer -2, 0, +2, et à la fin, pied droit va avoir une note, pied gauche va avoir une note, et ça va te dire bah ton pied il est comme ci, ton pied il est comme ça. Et ça a été validé aussi scientifiquement. Donc ça c'est plus tout ce qui est voilà test de posture statique tout simplement. Ensuite, on va avoir tout ce qui est équilibre, équilibre dynamique et changement de direction. Donc, quatre tests ou batterie tests que j'ai recensés. Déjà, il va y avoir donc single leg balance test, où on va demander simplement à la personne d'être en équilibre sur un pied avec la jambe libre, hanche à 90 degrés, genou à 90 degrés. Je crois qu'il y a deux versions de ce test. Il y en a une yeux ouverts et il y en a une yeux fermés. Et en fait, on va compter le nombre de fois où la personne perd un peu l'équilibre, donc où le gros orteil va se relever, va décoller du sol, ou même si il y a la boule du pied à l'intérieur qui se décolle du sol. Bref, on va compter un peu toutes ces petites imperfections dans l'équilibre. Ensuite, donc ça c'est pour la partie équilibre vraiment statique. Ensuite, équilibre dynamique, il va y avoir le Y balance test. Donc je sais pas si vous vous rappelez, je pense que oui, ça fait un espèce de la personne elle se fait une espèce de Y avec deux bandes comme ça. La personne est placée au milieu avec son pied et avec la jambe libre, elle va essayer d'aller toucher le
la règle le plus loin devant, sur le côté et derrière elle, enfin le côté contralatéral, on va dire. Et c'est une mesure donc de l'équilibre dynamique. Ensuite, une autre, comment dire, on pourrait mettre ça aussi dans l'équilibre dynamique, mais une autre batterie test, c'est tout ce qui va être hop test. Donc ça va être la deuxième. Et il en manque, mais c'est la deuxième photo que vous voyez ici. Donc la batterie des hop tests, on va avoir, donc tout se fait en unilatéral, on va avoir un saut vers l'avant, on va avoir une répétition, je crois que c'est une distance qui doit être de 6 mètres à parcourir le plus vite à cloche-pied et ça va être chronométré. On va avoir une distance à faire la plus grande possible en 3 sauts unilatéraux et on va avoir une autre distance à faire la plus grande possible en 3 sauts unilatéraux en croisant une ligne. Donc premier saut je croise, deuxième saut je recroise, troisième saut je recroise et je m'arrête. Et je me rappelle que moi j'avais fait toute cette batterie test en Espagne, on en avait parlé, et il y en avait il y avait un autre test où on prenait simplement une ligne et tu devais faire le plus de sauts possible, droite gauche sur un pied en un certain nombre de secondes. Donc tout ça, ça peut permettre d'évaluer ta qualité de pied, ça peut permettre de voir aussi comment ton pied réagit dans un contexte dynamique. Et ce que je me disais, c'est que effectivement, si tu fais un protocole uniquement basé sur ton pied, tu peux faire un pré-post, mais ce qui est vraiment intéressant, je pense, sur ce genre de test, un peu comme ce que vous aviez fait, les gars, une fois de plus sur votre changement de direction, c'est de filmer pour, au-delà de voir la performance uniquement métrique des tests, voir aussi la performance en termes de mouvement et voir comment le pied se comporte, comment bah, aussi le reste des articulations se comportent, mais si on veut porter une attention particulière à cette articulation-là, voir comment ça se comporte. Donc ça peut être, à mon avis, utilisé de deux manières. Un côté purement métrique, surtout si on veut faire un test-retest, mais aussi une analyse qualitative du mouvement via une étude après avec analyse vidéo. Et même chose sur le 505, il parle de ce test-là pour analyser la capacité de pied de nos athlètes. Bien entendu, tout comme la hop test batterie, c'est pas des tests qui font uniquement intervenir la qualité de pied, il y a la capacité d'explosivité, il y a la technique, il y a plein de choses qui rentrent en compte, d'où la volonté de record et de filmer ces tests. Mais sinon, le 505, pour rappel, on a une prise d'élan de 10 mètres, le temps est record à partir justement de ces 10 mètres. Derrière la timing gate, il va y avoir 5 mètres encore de dégagement où la personne elle va continuer pleine balle, elle va aller jusqu'au bout de ces 5 mètres, faire son changement de direction à 180 degrés et revenir. Et du coup, ce qui va être timé, c'est uniquement le les 5 mètres, changement de direction et retour 5 mètres. Donc effectivement, si on a une bonne qualité de pied, au moment du changement de direction, on n'a pas d'affaissement de la voûte plantaire, on n'a pas de dorsiflexion excessive et la personne est capable de repartir plus rapidement. Maintenant, ça fait pas appel qu'à ça fait appel à bien d'autres facteurs, du coup c'est important d'avoir l'analyse qualitative via l'analyse vidéo. Et troisième type de test, ça va être tout ce qui est force et signaux EMG. Donc il y a effectivement un test au dynamomètre où on met le gros orteil. Alors je crois il y a les deux variantes, le gros orteil ou alors tu peux mettre tous les orteils, mais ça va être du coup pour comment dire pour mesurer la force de quelle articulation si vous avez suivi. Mais Métatarso-phalangienne. Ouais, besoin. putain, métatarse. Ah, j'ai oublié. Oui, Putain. métatarso-phalangienne, si je me trompe pas. La Métatarso- métatarso-phalangienne, voilà, Ah, et la capacité du j'ai coup de remercié. flexion des orteils au niveau de la métatarso-phalangienne qui est impliquée directement dans la capacité de propulsion. Et effectivement, du coup, il y a des dynamomètres, comme on voit à droite, qui permettent de mesurer ça. Donc c'est quand même pas facile, quand même assez spécifique, mais ça fonctionne. Et il y a aussi des études, une en particulier à laquelle je pense, où ils ont mesuré, ils ont fait signal EMG au niveau des muscles intrinsèques du pied. Et ils l'avaient réalisé sur des tests d'équilibre. Ils voyaient ils avaient vu que c'est pendant ces exercices-là d'équilibre que les muscles intrinsèques du pied étaient les plus sollicités. Donc on verra que c'est une composante de l'entraînement du pied qui est assez importante et qu'il faut prendre, qu'il faut bien ajouter en termes dans la programmation, quoi. Donc voilà, c'est un peu les différentes manières. Alors effectivement, il n'y a pas un truc qui te dit ouais, ton pied est super fort, ton pied est top, il est super mobile, il est ceci, il est cela. Il n'y a pas un test en particulier, mais
Je pense que si on prend un test qui voit, comment dire, qui mesure, qui détermine, qui évalue, voilà, pardon, la posture, comment est ton pied à un instant T, que derrière, comment on voit comment il se comporte dans un contexte statique, dynamique, plus ou moins dynamique, si c'est juste des sauts, c'est un changement de direction, pareil avec une analyse vidéo qualitative, et si on a la possibilité faire un test de force, je pense qu'on peut avoir une idée assez intéressante de la qualité de pied de nos athlètes, même si c'est pas facile à mettre en place. Voilà. Question, remarque? Non. Alright. Ok. Passons à tout ce qui est entraînement et protocole. Donc, protocole, c'est vrai que j'ai mis protocole, j'ai pas vraiment sorti de protocole, mais dans tout ce qui est entraînement, je vous ai sorti du coup 5, on va dire, catégories, 5 points sur lesquels on peut travailler avec notre pied. Premier, ça va être travailler classique sur tout ce qui est mobilité et amplitude articulaire. Derrière, j'ai divisé à chaque fois sur muscle intrinsèque, muscle extrinsèque. Donc tout ce qui est muscle intrinsèque, on va pouvoir travailler sur étirement des orteils. Donc notamment au niveau de la métatarso-phalangienne, on va travailler en flexion. Et on va pouvoir aussi ajouter des étirements, massage de la voûte plantaire. Et travailler aussi en flexion des orteils. Ça c'est pour ce qui est des muscles intrinsèques du pied. Au niveau des muscles extrinsèques, travaille notamment sur la cheville, du coup, sur les deux articulations, la talocrurale et la stragalo-calcanéenne en inversion, éversion et en dorsiflexion, flexion plantaire. Pardon. Et mobiliser du coup la cheville dans les différents plans. On peut également travailler du coup sur du stretching au niveau du triceps sural, solaire et gastrocnébien, et aussi au niveau des fibulaires, en fonction de comment on se place, on peut aller tirer ces muscles là. Là où c'est plus dur, par contre, ça va être le tibial postérieur. Tibial postérieur qui est souvent, quand il est inflammé, assimilé à une périostite, alors qu'en fait c'est pas une périostite, c'est juste le tibial postérieur qui est inflammé. Et du coup pour ça, comment on va faire? On va prendre, attention démonstration, on voit à la caméra ma jambe ou pas là? C'est pas antérieur plutôt? Hein? C'est pas antérieur plutôt? Non, tibial postérieur. Là, le Ok. tibial antérieur, il est là, il Ouais. est devant. Donc celui-là, on Ouais. peut le masser facilement. Et on peut l'étirer aussi si on vient s'asseoir par exemple sur ses genoux. Par contre, le postérieur, là vous voyez, il y a le tibia, donc là c'est ma jambe droite, là c'est l'intérieur de mon tibia. Comment on va Ouais. faire pour venir masser le postérieur? On va venir en dessous là. Et souvent, celui-là, chez les joueurs de basket, tennis, handball, tout ce qui est changement de direction, ou même coureur, course à pied, celui-là, sur un changement de chaussure, peut être hyper tendu. Et derrière, on va avoir des joueurs, quand tu vas leur faire des pogos ou de la corde à sauter, qui vont dire ah j'ai mal, j'ai mal. Et ben là, vous venez ici, vous prenez ça, vous passez sous le tibia, et là vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez pour aller jusqu'en bas, presque au niveau de la malléole. Là, vous allez en faire crier plus d'un, ça c'est sûr. Mais par contre, sur le coup, ils vont vous détester, mais après, ils vous remercieront. Donc ça, c'est un peu le seul moyen, entre guillemets, de s'occuper du tibial postérieur, parce qu'on a vu, il permet l'inversion pardon vers l'intérieur, l'inversion de cheville, la flexion plantaire. Du coup, pour aller tirer en éversion slash dorsiflexion et les tirer, c'est pas très facile. Donc voilà, comment s'occuper des différents muscles intrinsèques et extrinsèques pour ce qui est de l'amplitude articulaire et de la mobilité. Deuxième, ça va être tout ce qui est dissociation et contrôle moteur. On l'a vu, très difficile, et Vira en a parlé, chez des débutants, même pas forcément chez des débutants, mais chez des gens qui n'ont jamais vraiment entraîné leurs pieds, faire un short foot, c'est-à-dire rapprocher le talon de la boule du pied. Donc la boule du pied, j'ai pas trouvé d'équivalent en français, ball of the foot, c'est vraiment nickel. C'est vraiment ça. Là, en gros, c'est l'astragalo-calcanéenne en fait. Les Non, pardon, la coussinets. métatarso-phalangienne. C'est les coussinets. Vraiment, c'est nos coussinets en fait. C'est les coussinets. Euh, donc, rapprocher et faire en gros comme ça avec le pied, impossible. Chez des gens qui n'ont jamais bossé sur leurs pieds, pas possible d'avoir le contrôle moteur des muscles intrinsèques du pied sous la voûte plantaire pour faire ça. Donc, on va donc sur des short foot exercises, sur des adductions, abductions des orteils, donc clac clac, tous ces mouvements-là, towel scrunches. Moi, ce que j'aime bien faire en termes de dissociation, c'est lever le gros orteil et après lever les 4 autres orteils et avoir une dissociation au niveau des orteils, tout simplement.
Euh, et mais après qu'on peut aussi en rentrer dans la force et qui est vraiment pas facile, qui est vraiment technique, c'est prendre une petite bande élastique, l'accrocher au gros orteil pour le tirer vers l'extérieur, et après derrière essayer de le ramener comme ça, vers l'intérieur. Et alors faire ce mouvement d'extérieur vers l'intérieur avec le gros orteil, quand on n'est pas habitué, c'est vraiment pas facile en termes de contrôle moteur. Donc je vous invite à tester. Donc ça c'est un peu tout ce qu'on peut faire au niveau des muscles intrinsèques du pied, tout ce qui est orteil, etc. Et après tout ce qui est muscles extrinsèques, donc contrôle actif en inversion, donc ça va être capable de faire des éversions, inversions de cheville, mais avec des tempos. Moi, ce que j'ai trouvé qui marchait bien, c'est pas forcément de mettre une résistance énorme, mais c'est de mettre de l'excentrique dessus. Est-ce que souvent, des fois, on voit que la personne, donc elle fait son éversion de cheville, et après, pour revenir en excentrique, elle fait des petits à-coups. En fait, elle n'arrive pas à avoir un mouvement qui est fluide, et donc là-dessus, assez intéressant pour travailler sur le contrôle inversion-éversion. Et après, un des meilleurs exercices pour le coup, pour si on veut travailler le contrôle moteur sur la cheville, c'est les rotations articulaires contrôlées et vraiment aller chercher l'amplitude complète avec cette cheville, que ce soit en inversion, inversion, dorsiflexion, flexion plantaire. Bref, ça c'est vraiment, pour moi en termes d'exercice, c'est vraiment le go-to exercise. Ensuite, pour la partie plutôt force, donc muscle extrinsèque du pied, intrinsèque, pardon, on va avoir tout ce qui est résistance au niveau des fléchisseurs. Donc il y a des outils qui existent pour mettre au niveau des orteils et venir faire de la flexion. Mais bon, sans parler de ça, tout ce qui est utiliser une serviette et venir faire du grasping avec les orteils sur les serviettes. Moi je leur donne tout le temps une mini bande qui mettent autour du gros orteil, ils la lèvent, du coup comme ça leur lève leur gros orteil et ils doivent le ramener au sol. Donc soit voilà, on travaille avec le gros orteil plutôt tendu, mais on peut travailler aussi en flexion pour travailler différents muscles. Donc ramasser des billes, ça j'ai trouvé des exemples de comment ça s'appelle d'exercices, mais bon, il y en a, ils ramassent des chasubles, tu peux ramasser un t-shirt. Moi, des fois, je leur faisais essayer de ramasser une balle de tennis, ce qui est, en plus, il y en a, ils ont des trop petits orteils, ils peuvent même pas, mais il y en a un, il a réussi à me choper la balle de tennis entre deux orteils, et hop, du coup, vous voyez que le pied était comme ça, là, il était bien gainé, mais au moins, c'est bien, ça fait travailler, donc ça, c'est un peu tout ce qui est muscle intrinsèque du pied. Et après muscle extrinsèque, bon, bah, ça va être du tibial raises, ça va être du calf raises, assis ou debout en fonction si on veut cibler plutôt gastrolaire, gastrolaire, gastrocnémien ou solaire. On va avoir tout ce qui est inversion et éversion de cheville avec élastique. Pour ce qui est du tibial postérieur ou des fibulaires, bon ça c'est des exercices très classiques, même de musculation presque en général, ou de réhab, on le voit beaucoup en réhab, mais du coup c'est bien de le mettre aussi en comment ça s'appelle, dans des séances de muscu classiques, si on veut renforcer tout ce complexe. Donc voilà un peu pour ce qui est mobilité articulaire, mobilité, amplitude, dissociation et force. Il nous reste deux parties. Je sais, c'est un peu long, la présentation elle est longue, mais il nous reste deux parties. Deuxième, du coup, ça va être tout ce qui est stiffness, on l'a dit. Notre articulation, elle est complexe, elle est mobile, on peut être dans une position verrouillée, déverrouillée, mais du coup, on va vouloir qu'il y ait une stabilité. Donc c'est bien d'avoir de l'amplitude, mais par contre, derrière, si on n'est pas stable dans cette amplitude et que ça part dans tous les sens, c'est pas, c'est pas utile. Donc la stiffness, elle va se travailler en partie avec le travail de force. On fait de l'iso, si on arrive à mettre de l'iso avec de la grosse intensité, on va travailler avec de la stiffness, donc via les short foot exercises, notamment tout ce qui va être jumping, hopping, en fonction de si on le fait aussi pieds nus ou avec des chaussures minimalistes, tout ça, ça a une grosse influence. Petite parenthèse sur ça, parce que c'est vrai que j'ai pas un point en particulier dans ma présentation là-dessus, mais alors j'y mets moi, je sais plus s'il parlait d'études avec un S ou d'une étude en particulier, mais je crois qu'il y a une étude qui montrait que marcher avec des chaussures minimalistes permettait d'améliorer la force des muscles intrinsèques du pied. Donc vraiment, ça c'est pas une nouveauté, je dis ça parce que c'est pour aussi la vidéo, etc. Mais c'est pas uniquement pour vous, ça vous le savez, mais plus on arrive à s'entraîner pieds nus, parce que même la chaussette, ça fait un peu comme un effet de moufle, ça ramène les orteils les uns vers les autres, ça offre moins de degrés de liberté, donc plus on arrive à s'entraîner allez, à minima en chaussettes, si on arrive même complètement pieds nus, ça va activer les capteurs sensoriels
ça va renforcer tous les muscles intrinsèques. Donc c'est un vrai impact. Surtout que le rapport temps-bénéfice, donc si on veut dire coût-bénéfice, si le temps est un coût, rien en fait que tu fasses ton squat avec une semelle énorme qui t'inhibe tout et le même squat pieds nus, ça te coûte rien quoi. Ça te prend pas plus de temps. Donc autant le faire et ça fera que le plus grand bien sur tous ces aspects-là. Ensuite, tout ce qui va être du coup, même on travaille en comment ça s'appelle, en équilibre, mais en iso, en demi-pointe, ou alors avec maintien de l'arche plantaire. Donc on voit des exercices, vous savez, où il y a deux plates et on vient mettre le pied, les orteils sur la plate de devant, le talon sur la plate de derrière. Le but c'est pas que la plantaire s'affaisse, c'est de garder une bonne activation, ça va marcher très bien. Ou alors faire un split squat par exemple avec le pied, l'avant du pied surélevé, donc toujours le talon dans le vide pour maintenir cette arche plantaire. Tout ça dans ce travail isométrique, ça va permettre de travailler la stiffness. Et après, calf raises unipodo, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, certes dans tout ce qui est propulsion, stiffness, les muscles intrinsèques du pied jouent un rôle important, mais la majorité, ce qui prend le plus, ça reste le tendon d'Achille. Donc, pour que si on veut que ce soit, et on parle depuis le début de complexe pied-cheville. Certes, on fait un focus sur le pied, mais la cheville joue un rôle majeur là-dedans, et du coup par extension le tendon d'Achille. Et enfin, pliométrie dans les différents plans, donc avec surface inclinée, des slantboards, travailler sur les côtés avec le pied et la cheville qui sont dans différentes amplitudes. Tout ça, ça va vous permettre de renforcer et d'améliorer votre stiffness. Et dernière chose, on l'a dit tout à l'heure, au niveau signal EMG, une des choses qui active le plus les muscles intrinsèques du pied, c'est le travail de l'équilibre. Du moins, je vous ressortirai l'étude, mais il y a une étude qui montre ça, qui montrait que travail en équilibre, c'est ce qui augmente, c'est ce qui active le plus les muscles intrinsèques du pied. Donc, travail en équilibre sur surface stable, sur surface instable. Alors, surface instable, j'entends pas forcément un Bosu ou les foam pads là, parce que en fait, vu qu'on peut pas correctement appliquer de la force, vu que la surface peut être molle, c'est pas tip top. Mais un Bosu à l'envers, ou alors les espèces de stability ball là où ça fait une planche en bois avec une demi-sphère en dessous. Donc là, on va avoir ce côté équilibre, mais sur une surface qui est rigide. Ou alors tout simplement travailler au sol, mais on va donner un aquabag à la personne, ou on va lui donner on va mettre un élastique pour travailler, je sais pas, en même temps le gainage, et on met des petites perturbations. Bref, tous ces petits exercices vont vraiment permettre de renforcer les muscles intrinsèques du pied. Donc faut y aller à fond. Et après d'autres exercices dynamiques plus ou moins, mais en équilibre sur les talons ou sur les pointes de pied, sur planche inclinée également. On voit pas mal d'exercices là où des fois les gens font un exercice avec les orteils relevés ou inclinés. Enfin bref, il y a pas mal de manières de travailler là-dessus et le faire comment dire, en statique, mais aussi en dynamique. Et c'est ce qui va renforcer le mieux vos muscles intrinsèques du pied. Question, remarque? Nope. C'est complet, Nickel. hein, c'est complet, tu dis tout, c'est bien. Voilà, mais vraiment, putain, arrête de me saucer, Vire. Ouais, Et du coup, dernière chose, donc parce que déjà la présentation est colossalement longue, mais du coup, dernière chose, donc au niveau de l'empilement articulaire et des compensations, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un sujet que je veux et que je vais approfondir pour le prochain séminaire sur ce thème-là, parce qu'en fait c'est un sujet à part entière qui relève de la biomécanique. Mais il a été noté, il y a eu des remarques sur le fait qu'une dysfonction ou limitation du pied, et en termes de dysfonction ou limitation de mobilité du pied ou de la cheville, ça peut limiter le mouvement, ça peut provoquer du coup des compensations et créer des tensions supplémentaires sur d'autres articulations, sur d'autres tissus. Donc on voit à droite, ça c'est issu notamment du foot, mince, pardon, j'ai oublié le nom. On le ressort. Tac, 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 tac. Foot Posture Index. J'arrive jamais à retenir le posture entre les deux. Foot Posture Index. Et ça, typiquement, c'est un des critères où on va regarder le pied de l'arrière
et on va simplement observer est-ce que, là, donc on voit un peu au niveau du, donc l'astragalo-calcanéenne entre le calcanéum et, et le talus ici. Oui. Est-ce que c'est orienté plutôt vers l'intérieur? Est-ce que c'est, du coup là le pied en pronation? Est-ce qu'il est tout droit ou est-ce que ça va vers l'extérieur? Et plutôt il va être en supination du coup. Donc typiquement là voilà, -2, 0, +2, et en fonction de ça on va donner des notes à notre pied. Voilà. Et donc certaines études ont montré aussi une réduction de la douleur au niveau fémoro-patellaire suite à un protocole de renforcement des muscles intrinsèques du pied, ce qui au final est plutôt logique. Si notre pied est plus fort, plus mobile et génère moins du coup de compensation sur le genou ou même la hanche, eh ben, on peut réduire des pathologies qui à la base ne viennent pas du tout de cette articulation-là. Donc c'est hyper important de travailler sur cette articulation. Ça ne vous permettra pas uniquement d'améliorer votre performance, mais aussi de réduire le risque de blessure. Voilà. Mais comme je dis, ça fera comment dire l'objet d'un sujet et d'un séminaire à part entière. Voilà messieurs, et du coup bon, j'ai écrit là qu'en pensez-vous, mais au-delà de moi ce qui m'intéresse surtout c'est pas enfin si c'est ce que vous en pensez forcément, mais c'est comment vous l'intégrez dans vos contextes. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous arrivez à le faire? Est-ce que vous arrivez à passer du temps? Moi c'est vrai que c'est particulier, j'arrive à y dédier pas mal de temps, mais parce que mes jeunes, bah, je les vois 5 fois 1 heure et demie par semaine, donc c'est sûr que quand on les voit autant, c'est beaucoup plus facile de mettre comment dire, des contenus comme celui-ci, quand bien même c'est un contenu qui est fondamental, et même si on n'a pas beaucoup de temps, ça pourrait être un contenu qu'on met en priorité. Donc voilà messieurs, comment vous faites pour l'inclure dans vos contextes respectifs? Bah, perso, de mon côté, je vais commencer. Hop là. Ah, Bah alors Mathieu, au moment des questions, Mathieu il part. Ça veut dire il fait rien. Il fait rien. Tu me dis je me taille. Non, ouais, en gros, parfois, c'est que sur l'ordi, il n'y a pas de connexion, donc on passe sur. va dans le couloir, mec. Dans le couloir, dans le couloir. C'est pour éviter d'aller dans le couloir, voilà. Non, en gros, moi je le microdose d'une certaine manière, comme j'ai peu de temps, au contraire, avec. Bah déjà, sur tout ce qui est en salle de musculation, etc., moi, je fais que du travail pieds nus. Que du travail pieds nus avec eux. Mhm. En tout cas, il y en a beaucoup. Il y a un vrai problème autour de l'acceptation des pieds chez la plupart des gens. Tu sens que c'est un problème. Ah bah en fait, j'aime pas mes pieds, je veux pas les montrer, etc. Donc pour certains, on accepte que enfin, moi, on accepte, non, j'accepte que, ok, on reste en chaussettes. Mais pour ceux qui s'en fichent, et ben, en tout cas, on passe pieds nus. Et nous, on travaille, on fait vraiment tout notre travail pieds nus, que ce soit à base de même tout ce qui est saut, etc. Bah, en fait, comme on fait déjà un travail depuis pas mal de temps, déjà pieds nus, et ben, du coup, pour moi, j'estime qu'au contraire, le travail donc pieds nus, de saut, etc., ça ne va faire qu'améliorer, au contraire, le complexe. Donc, du coup, moi, je l'intègre comme ça. Là, en ce moment, j'ai commencé quelque chose. C'est dans leur partie d'échauffement. Donc, ça, c'est avec l'entraîneur. Et ben, en fait, j'ai fait des fiches où, en fait, on va adresser, du coup, toutes les problématiques de chacun. Et dedans, je mets quelques travails donc, de pied. Et, et donc en fait, par rapport à toute la batterie, donc dans toute la batterie d'échauffement qu'ils ont, on vient intégrer en fait sous forme de microdosage d'autres exercices pour pas que ça soit trop contraignant au niveau du volume et au niveau du temps. Du coup, c'est comme ça que moi je le mets et j'essaye de les faire aussi pousser l'entraîneur à tous les premiers exercices de début de séance et même quelques travails au niveau des haies, etc., de faire pieds nus pour, au contraire, toujours être en train de stimuler le pied. Et ok, au début, il y en a certains, bon, bah, ils viennent avec des petites, comment, c'est pas des crampes, mais des petites courbatures au tout début, Voiture. des courbatures au niveau du pied. Et en plus, c'est vraiment pas agréable les courbatures au niveau du pied. Ouais. Mais bref.
Mais bref, Mais tu sais que ça, je regardais une vidéo de JB Morin qui parle de, il dit pas forcément de chaussures minimalistes, mais même des Nike Free, tu vois, qui là tu Mhm. peux tordre la chaussure, tu vois, elles sont pas trop rigides. Et il dit, tu donnes à des gens. Alors moi personnellement, ça m'est jamais arrivé, même quand j'ai mis mes Nike Free et puis là j'ai des chaussures minimalistes. Même la première fois que j'ai testé, il m'a dit, il y en a qui, au bout, tu leur donnes ça, au bout de quelques jours, ils vont avoir des courbatures au niveau du pied. Du coup, personnellement, je sais pas ce que c'est d'avoir une courbature au niveau du pied, mais c'est assez dingue quand même, en fait, le travail que tu peux faire, du coup, en faisant rien du tout, en mettant tes chaussures, quoi. Mhm. Non, mais c'est ça, c'est de toute manière après, dès que tu vas aller chercher des athlètes qui sont tout le temps en chaussures, tu vas le voir, ils vont avoir des pieds super fins. Donc ils vont souvent être longs, Mm, très fins, et ensuite avec les orteils qui sont super, en fait, super pointus, quoi. Ça, j'ai ouais, pas mal de jeunes, en tout cas, moi en athlétisme, parce qu'en en athlétisme, tu as déjà beaucoup plus ce travail de pied qui est ancré en tête, parce que bah, du coup, il faut être fort au sol. Mais par contre, quand j'étais sur le futsal ou même en volley, et bah, tu as énormément de pieds fins, longs, pointus, aucun contrôle au niveau des orteils. Du coup, en fait, il faut réapprendre, il faut les réapprendre. J'ai carrément quelqu'un qui, lui, par exemple, je peux pas le. Enfin, c'est pas je peux pas, c'est. Il ne veut pas travailler pieds nus parce que il est complètement instable. Il perd toute sa stabilité à partir du moment où tu le mets pieds nus. ouais. Mm. Du coup, Et bien, il y a des sports en plus comme ça, comme le foot, où les chaussures, déjà que de base, les chaussures Ouais. vont te rapprocher les orteils et bref, avoir tous ces effets dont on a parlé. Mais il y en a chez qui c'est accentué, c'est chez les footballeurs, parce que la forme de la chaussure est faite pour avoir un meilleur contrôle avec le ballon, et du coup ça te rapproche les orteils, et forcément tu cours pas avec des chaussures minimalistes, tu joues pas au foot avec des chaussures minimalistes. Donc certes c'est mieux en termes de performance, par contre en termes de qualité de pied c'est une catastrophe. Donc c'est vrai qu'avec eux il y a peut-être encore plus de travail même à faire, quoi. c'est ça. Et ben après, là, tu me fais penser à quelque chose, mais tu avais plein de Brésiliens qui avaient du mal à partir du moment où tu les mettais sur un terrain de gazon avec des crampons. Parce ils étaient tellement habitués, tu sais, par exemple dans les favelas, etc., à être pieds Ah, le nus, pignon, ouais. qu'à partir du moment où À tu jouer les pieds nus, ouais. mettais pieds nus, ils étaient là, ils disaient, mais qu'est-ce que je fais? Et du coup, bah, plein, ils allaient plutôt faire du foot de plage. Parce qu'au contraire, le foot de plage, t'es pieds nus. Ouais, Du coup, ok, Mais ouais, c'est marrant. si on extrapole un petit peu, je sais pas si vous avez déjà vu voilà, les vidéos des chiens, dès que tu leur mets des chaussettes ou des trucs comme ça, en fait, il y a complètement une perte de sensibilité. Du coup, ils sont complètement perdus et tu vois que la motricité se dégrade en fait parce qu'il y a un mauvais contrôle du pied. Et bon, on n'est pas à comparer des athlètes avec des animaux, mais je pense que tu vois, il y a un même truc. Vu comme on a tout le temps été habitué à être en chaussettes depuis qu'on est tout petit, en chaussures, en tout ça, bah, il y a complètement un truc à faire là-dessus, hein, je pense. T'es hyper inhibé, ouais. Mm. Ouais. Euh, un truc qui est hyper intéressant, c'est toi, Mathieu, dans un contexte où justement judo, j'ai jamais vu faire du judo en chaussures. Comment ça se passe toi dans ton sport? C'est quoi la culture? Tu vois, Vieira il parlait, il disait en athlète, il y a Ouais. déjà cette culture de travail de pied, etc. Toi, au niveau du judo, vu que tout le monde de toute façon est pieds nus, tu t'entraînes, tu te bats à pieds nus, c'est comment? Déjà, il y a pas grand-chose. Le seul sport où tu vois, où c'est sur un tapis, bah, c'est lutte et sambo. C'est les 2 sports où tu as des chaussures, mais sinon au niveau du judo, il y a pas grand-chose qui est fait. Le travail qui est fait, en fait, c'est dans les échauffements et je pense que c'est juste des anciens qui s'entraînaient comme ça et du coup, ils ont repris ce travail-là parce qu'ils le faisaient et parce qu'ils l'ont fait quand ils étaient pros. Mais c'est du travail de saut, en fait, saut sur le tapis, mais sans contrôle moteur du pied. Et du coup, tu vois qu'il y a certains judokas qu'en fait, qui l'utilisent pas vraiment. Je pense par contre, si on va au niveau du Japon, il y a une technique qui est spécifique, c'est un Uchimata, c'est une technique où vous lancez la jambe. Et ben en fait, tu es en unipodal, tu es sur une seule jambe, et si tu contractes pas ton hallux, la technique est mal faite. Et en fait, il y a un point de focus à faire sur ce travail de l'hallux. Et en fait, s'il est ancré et fort dans le sol, et du coup pas tourné vers l'extérieur, enfin vers les autres orteils, mais plutôt vers l'extérieur avec un fort appui dessus, ben, en fait, ça part tout seul. D'accord. Mais à partir du moment où tu le rentres et que tu te focuses sur les autres parties du pied, et ben en fait ta technique elle sera mal faite. Peu importe ce que tu vas faire, la technique elle sera mal faite. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a des mecs qui le bossent et ils le bossent énormément et du coup le pied n'est plus un facteur limitant. Mais je pense que s'il est travaillé, ça peut être même un facteur qui peut faire progresser.
Après, sur certaines Ok. techniques. après, Mais il y a aucun travail qui est fait. Honnêtement, il y a pas grand-chose qui est fait. le, Genre pas spécifiquement qui est fait. ça me fait penser à quand je faisais du karaté. Euh, En karaté, par exemple, du coup, tout le temps pieds nus, mais on fait jamais de travail de pied. Il n'y a jamais de travail de pied. Mais par contre, il y a beaucoup de travail donc, de saut. Enfin, c'est du travail technique, en fait, travail technique autour du sport, et tu n'as pas d'autres problématiques physiques autour. Euh, Où en fait, par exemple, tu vas te retrouver énormément en unipodal et il va falloir contrôler. Donc en fait, c'est ensuite comment toi, en tant que personne, tu vas réussir à trouver ta stabilité. Je me souviens que il y avait quelque chose, il y avait des consignes bêtes, mais c'était enracine-toi au sol quand tu es sur une pied, quand t'es sur quand t'es sur un pied, quand tu es en unipodal. Du coup, toi, je sais pas, tu vas t'imaginer comment est-ce que je vais m'enraciner, comment est-ce que je vais trouver ma stabilité. Donc tu vas pas forcément penser au travail de pied, mais tu as forcément travaillé dessus, mais sans forcément t'en rendre compte. Mais je sais que par exemple en judo, il y a beaucoup de pieds plats, énormément de pieds plats sur des gens qui font du judo, mais j'ai pas l'impression non plus qu'ils ont un pied qui n'est pas fort. Je pense qu'à force d'être sur un tatami et sur cette surface-là, inconsciemment, tu travailles. Ça veut pas dire il y a un meilleur contrôle moteur parce qu'on peut voir que, je sais que pour moi, à droite, c'est correct. Au niveau du contrôle moteur, j'arrive à faire la dissociation des orteils. À gauche, j'y arrive pas. Et je pense qu'on prend plein de judokas, ils sont pas forcément capables de faire. Par contre, il y a un travail inconscient qui est fait sur le renforcement du pied à force d'être sur le tapis. Et je pense que, est-ce que travailler plus, ça aiderait? Est-ce que travailler peut-être un plus intelligemment? Peut-être. Genre sur des routines d'échauffement ou des choses comme ça qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Mais est-ce qu'un travail de renforcement complet, du pied sur des sports où on est déjà pieds nus? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est trop de charge vu comme tu passes déjà beaucoup de temps sur le tapis? Enfin, je pense que c'est un truc qu'il faudrait regarder sur les blessures au niveau du pied, enfin, ou les blessures causées à cause d'un pied faible. Est-ce que les sports où, tu es déjà pieds nus, il y a plus de blessures que ceux où vous êtes, sur des terrains, que ce soit en volley, en basket, tout ça? Ce serait peut-être intéressant d'aller chercher ça, C'est pour dur de voir qu'est-ce qui se déterminer une passe blessure réellement, quoi. qui est déterminée, enfin qui est causée à Oui, cause de c'est ça, ça. mais oui, c'est sûr que ça se vit. Et toi, Baudouin, du coup, dans ton contexte avec tes joueuses, là, tu t'y intéresses, t'as le temps, tu le fais ou pas? Je le fais pas assez, mais je le fais. En gros, de manière récurrente sur les protocoles d'activation pré-entraînement. Je vais avoir des exercices, je vais travailler parfois un peu plus sur le genou, l'articulation, parfois un peu plus sur la cheville. Très rarement sur les muscles intrinsèques du pied pendant ce genre d'échauffement. Par contre, en musculation, j'essaye d'intégrer ce genre de travail des fois où elles vont faire une série sur quelque chose et pendant leur temps de récupération, tu vois en ce moment-là, ça fait sur le bloc qu'on a en ce moment, je vais les mettre sur un plan incliné comme ça et je leur demande de travailler en ISO sur une intention de pousser dans la pente à chaque fois, de chaque côté. Je vais travailler des fois sur je sais pas comment tu l'appelles, mais celui dont tu as parlé tout à l'heure, là où tu les mets pieds nus entre deux disques. Mmh. Ça, je travaille sur ça assez régulièrement quand même, mais du coup, c'est que en muscu, donc il y a peut-être pas, sûrement pas assez de fréquence de travail. Et après, ça m'arrive de travailler sur ça quand j'ai des joueuses sur le côté qui sont blessées, où là, je passe un peu plus de temps sur ça, où on va travailler vraiment avec chasuble, serviette, marche, dissociation du pied, des choses comme ça. Mais je sais pas des choses en tout cas, sur les muscles intrinsèques du pied, je pense qu'il y a plus à faire en termes de fréquence de travail. Mais je fais pas rien, quoi. Je garde quand même enfin, je sais que c'est important, donc j'essaye d'en faire un minimum assez régulièrement. Ouais, de toute façon, c'est un peu comme tout. De toute façon, on a tellement de choses à travailler. Tu vas pas pouvoir passer une séance par semaine dédiée que sur le pied. Après, je discutais à l'époque, c'était avec JB de notre master et qui me disait, nous au ski, on met pas les gamins sous une barre
ou avec des poids tant qu'on ne considère pas qu'ils ont un pied suffisamment solide. Donc ça peut être en fonction des populations, bien sûr, ça dépend. Est-ce que tu as le temps, est-ce que tu as envie de dédier ton temps à ça parce que c'est un facteur de performance, mais quelle part de la performance dans tous les autres, dans tous les autres facteurs, mais dans des populations. Peut-être que moi, avec mes gamins, tu vois, qui sont jeunes, en fait, ça peut valoir le coup. J'ai du temps de passer. Le jour où on a fait ça, mardi dernier, on a passé 1 heure et demie à bosser que sur le pied. On a fait que ça. J'ai repris là les 5 points dont j'ai parlé et j'ai mis des exercices là de partout. Et on n'a même pas eu le temps de tout faire. L'heure et demie est passée. On a fait tous les aspects du pied, quoi. Donc après, ça peut être des cycles d'entraînement Moi, je me à part demande, entière. tu sais, à partir du moment où tu veux le mettre, par exemple, dans un aspect dynamique, parce qu'il faut forcément arriver sur un aspect dynamique. euh, Quid de faire, par exemple, un entraînement, je sais pas, j'ai pensé pendant que tu parlais, Baudouin, faire l'entraînement de hand pieds nus. Je sais pas à quel point c'est possible, si c'est bien, si c'est pas bien, si tu perds du temps ou pas, je sais pas, tu vois, mais je me suis dit, purée, Bah, est-ce que ce tu vois, serait... eu la même réflexion hier où je fais un échauffement au tennis et je joue, c'est moi qui tape la balle, qui échauffe, et j'ai mes chaussures minimalistes aux pieds. Et bah forcément, ton déplacement, si ton talon différemment, ta pointe de pied Exactement, tu différemment, vois, c'est ça. tes appuis c'est différent. C'est assez loin de ce que tu vas retrouver du coup des fois. Mais quand t'es là, quand tu sautilles, c'est pas un truc, c'est forcé, c'est exactement comme si tu allais courir avec des chaussures minimalistes. Demain, même si tu cours tous les jours, tu vas pas aller courir tes 15 bornes day one avec tes chaussures minimalistes, sinon tu Oui, bien sûr. t'exploses le tendon d'Achille, tu te pètes le mollet. Mais euh, moi, je me dis, sur le coup, j'étais en train de m'échauffer, et le truc qui me vient en tête, c'est, en vrai, si tous mes gamins, ils avaient une paire de chaussures minimalistes, et là, parce que, après, ça dépend des sports, mais tu vois, il y a des terrains plus ou moins abrasifs, va jouer pieds nus sur la terre battue, bon courage, mon Non, non, pote. bien sûr. Mais tu fais au moins, là, tu fais, allez, 5 minutes d'échauffement, ou d'abord 5 minutes, puis 8 minutes, puis 10 minutes d'échauffement, chaussures minimalistes, pam pam, sur les orteils, tac tac tac, sans demander des changements de direction, des trucs de ouf, hein, tu vas pas faire des points, mais juste être là, se déplacer et tout, ça peut être un vrai, ouais, ça peut être un vrai truc. Mais Après, pareil, il y a la faisabilité. Est-ce que tu vas oui. dire à Baudouin, il va aller voir son coach, il dit attends, là, là, on va faire l'échauffement pieds nus, là, tu me fais 10 minutes, tout le monde est pieds nus. Bon, Impossible. Enfin, moi, franchement, ça me paraît impossible. Même ne serait-ce qu'un échauffement, parce qu'en plus de ça, t'as quand même t'es sur un sol qui est extrêmement rigide, alors les impacts sont énormes. Tu pars de zéro. Euh, tout ce qui est contact, etc., où tu peux potentiellement te marcher dessus, des trucs comme ça. Alors déjà que tu te fais des chevilles, moi, ça me semble vraiment compliqué de faire ça au par hand. contre, peut-être que en pré-saison, je sais pas, tu fais un truc sur le terrain, tu commences par gamme athlétique, etc. Tu vois, tu veux faire un truc de course ou autre, tu veux travailler, et bah tu fais soit bon, ceux qui aiment pas, mais tu fais quelques trucs d'échelle de rythme pieds nus, puis tu fais tes exercices de gamme pieds nus et tout, et puis je sais pas, tu finis par un appel 1, 2, hop, un tir, et puis mais sans aller sur une intensité de ouf. Mais tu fais quelques passages et tu fais ta séquence comme ça de 10 minutes ou 15 minutes pieds nus avec le temps de repos adapté aussi pour pas les brager. Mais, Je pense qu'en dehors du jeu, ouais, par contre, ça peut clairement être intéressant. ah oui, sans être sur des séquences jouées, oui, non, parce que Non, les c'est pas séquences sur des jouées. séquences jouées, hein, au contraire. C'est. Enfin, après, c'est comment tu vois le truc. Moi, je la vois en mode brésilienne, tu vois. Hop, on fait des. Tac, tac, on sort le type. Non, je rigole. Mais La oui, bonne girl, On court tous pieds nus dans la rue. Allez, parle let's de go. tu bronze. sais, quand j'étais petit, je Ah, sais plus ce qui putain. m'est passé par la tête. Un jour, je suis parti. Je crois, je sais plus quel âge j'avais, mais je suis parti chercher du pain pieds nus, tu vois. Et genre, sauf que la boulangerie, elle est vraiment pas à côté de chez moi. Mec, j'ai traversé toute la ville pieds nus, tout le monde me regardait en mode, mais qu'est-ce qu'il fout pieds nus? T'as même une petite qui passe à côté de moi, t'as même Le une fou petite du qui mec. passe à côté de moi et qui demande à sa maman, pourquoi il est pieds nus, le garçon? Moi, même moi, j'étais en mode, je sais pas pourquoi je suis pieds nus, je sais pas. Je travaille mes muscles intrinsèques du pied, ma grande, tu comprends? Le Et gars, Ah, j'avais j'ai un aussi mec, une souvenir. On avait fait un TD là-dessus au STAPS. Et avec le mec qui nous avait fait la posture, le kiné.
Ils Ouais, avaient fait faire un travail sur tapis avec chaussures, sans chaussures, et tu vois que ça dénaturait complètement la Ouais. marche ou même Bah, la c'est parce course. que Et du coup, en on vrai, je s'autorise. pense que tu as une réelle adaptation à faire avant de pouvoir mettre des trucs en place dans le jeu ou même sur des sprints, hein. Tu sais, la première adaptation biomécanique, c'est toi qui vas la faire par rapport à la douleur. On s'autorise des trucs avec des Ah, mais chaussures c'est parce clair. qu'on a pas mal, tu vois. Ah, mais c'est sûr, hein. Du coup, euh, du coup, voilà quoi. donc ok, intéressant. Intéressant sur comment chacun implique dans son contexte. Mais, C'était euh, cool. mais ouais, franchement, plus je lis, alors après, il y a des évidences, les évidences quand même vraiment sur la performance pure. Il y a des corrélations, c'est pas des causalités quoi. Tu peux pas dire là je cours vraiment plus vite parce que j'ai un pied fort, parce que comme on l'a vu, tu vois, tu peux En athlète, tu l'as évaluer ta beaucoup. qualité de pied En athlète, grâce tu à un l'as. 505 par exemple. Mais dans le 505, il y a tellement d'autres qualités qui rentrent en compte. Plutôt que on pourrait évaluer la capacité de contrôle du tronc et du membre supérieur sur un 505 par exemple. Donc il y a beaucoup d'autres qualités qui rentrent en compte, mais il y a quand même pas mal de trucs à faire si on veut, comment dire, l'évaluer. Et là, je sais que, en plus, moi, ouais, ça va être justement le sujet d'un prochain séminaire sur tout ce qui est empilement articulaire et tout. Euh, Peut-être que enfin que j'overthink le truc un peu trop. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais le gars que je m'occupe là, il a aussi une tendinopathie du tendon d'Achille à droite. Il s'est pété le tendon d'Achille à gauche, il a une tendinopathie à droite. Le mec cumule. Euh, Bon là, vu qu'il court plus, vu qu'il la tendinopathie ça va, et puis là ça fait 5 semaines, 4 semaines qu'on fait de l'iso 4 fois par semaine, je lui mets 3 minutes d'iso tous les jours, bam bam bam. Donc le mec il commence à avoir un tendon, je pense qu'il se régénère pas trop mal. Mais par contre c'est vrai qu'il a un pied qui est vachement en pronation, tu vois. Du coup, est-ce que vu qu'il a un pied en pronation, ça vient pas, tu vois, comment dire, incliner un peu vers l'intérieur son tendon d'Achille et donc le mettre en position d'étirement un peu plus constant et donc le sursolliciter. Je sais pas trop, sachant qu'il a aussi un peu avec vu qu'il a des hanches un peu plus larges et qu'il est en surpoids, il a un petit vagus dynamique de genou. Est-ce que tout ça vient pas tirer encore plus sur le tendon d'Achille? Et est-ce que si je lui faisais un renforcement justement du pied et de la voûte plantaire pour revenir sur une position plus neutre, est-ce que ça permettrait pas de soulager un peu son tendon? Tu vois, le jour, je le voyais faire un squat, je regardais ça, et je me disais, c'est pas. Est-ce que mon raisonnement il est déconnant ou pas? Je sais pas, mais. Bah, de toute manière, souvent, les problématiques, ça on l'a vu, mais les problématiques que tu peux avoir au genou, les problématiques que tu peux avoir à la hanche ou à la cheville ou quoi que ce soit ça vient d'en haut, soit ça vient d'en bas, soit ça vient des deux. Donc ça veut dire, par exemple, Hmm. problématique du genou, ça vient jamais du genou, ça vient soit du pied, soit de la hanche, soit des deux. Problématique de hanche, ça peut venir soit du haut, soit d'en bas, mais souvent ça vient du pied ou ça vient de plus haut. Enfin, les trucs, souvent, faut aussi partir du principe que on est connecté au sol. Donc, si déjà nos appuis au sol, c'est pas mauvais, mais en tout cas, notre corps, il n'arrive pas à accepter le poids qu'on va lui mettre. En tout cas, le stress qu'on va lui mettre, ne serait-ce qu'à marcher, ne serait-ce qu'à machin, enfin, sur ces choses basiques, parce que les structures sont pas assez fortes, bah, derrière, tu vas avoir des problèmes. Donc je pense que ton truc, ouais, faire des exercices, peut-être que ça va pas lui permettre de réaligner, mais peut-être qu'au moment où tu vas le mettre sur quelque chose de dynamique, la structure elle va pouvoir supporter un peu mieux le stress et donc maintenir un peu mieux et permettre d'avoir moins de problèmes derrière. Donc voilà, messieurs, et du coup, prochain séminaire, parce que là, du coup, il y a un peu toutes les bases, mais si, je pense que j'ai apporté des choses quand même. Bon, déjà, sur la révision un peu de l'anatomie et tout, ça peut peut-être pas faire de mal. Et puis après, les fonctions et les différents, comment dire, Non mais c'était cool, hein. les différents points à travailler, la force, l'équilibre, le machin. Quelqu'un qui veut faire sa séance, bah tiens, je vais me faire une séance full renfort au pied, bah qu'est-ce que je mets dedans? Tiens, tu peux travailler ça, muscle intrinsèque, muscle extrinsèque, peut être pas mal, mais du coup, ce que j'aimerais vous proposer pour le prochain séminaire, c'est retourner sur ce sujet-là, mais parler plus spécifiquement, déjà, je pourrais peut-être
approfondir un peu les tests, si ça vous intéresse. Moi, j'aimerais bien potentiellement, si vous me dites ce que vous en pensez, travailler sur une programmation en fait. Travailler sur une programmation avec comment dire, une progression tout simplement, muscle intrinsèque du pied, comment je travaille, une progression sur l'équilibre, une progression sur la force, une progression sur ça. Si ça peut vous intéresser, et justement dériver derrière sur tout ce qui est empilement articulaire et faire un petit topo, voir un peu ce qui se dit dans la littérature là-dessus. Vas-y, Ouais, carrément. carrément. Très intéressant et très intelligent de faire ça, selon moi. Bah nickel, hein. Put something in the chat. Bisous. Put something in the chat. Et puis nickel. Alright la team. Allez, Bon bah écoutez, je coupe le long, BS. Parfait.